c'était hyper important qu'on sache qui était la personne. Donc, le premier truc que t'arrivais, t'avais le cartouche du nom de l'auteur et qui l'avait relu. Bah, ce que je constate surtout, c'est que tous les sites sont pas forcément tous soumis à tous les filtres algorithmiques. Déjà parce que ça consomme de la ressource. Faut quand même pas oublier qu'aujourd'hui, Google, il paye pour ses algorithmes de l'électricité et que il peut pas tout filtrer tout le temps partout. Et donc, parfois, sur certaines requêtes, on va vraiment tomber sur un espèce de Google old school qui va encore laisser passer des trucs où on se dit mais ça c'est plus censé passer. Et si, pourtant ça passe et parfois sur des requêtes assez étonnantes. Salut Bruno, ça me fait plaisir d'être avec toi aujourd'hui. Dis-moi, Salut, pourquoi Sébastien. est-ce que tu veux qu'on parle de hit aujourd'hui? Je suis trop content de faire cette vidéo avec Sébastien pour parler d'un sujet qui me tient plutôt à cœur, qui est le sujet du IIAT, parce qu'il y a une vraie dissonance, en tout cas je trouve, après avoir avec Sébastien, tout l'intérêt du débat est là, parce qu'il y a un peu un décalage entre les communications officielles de Google et ce qui peut être mis en place et les vrais résultats que ça rapporte. Et du coup, Sébastien, ce que je te propose, c'est de te présenter, vu que tu es un peu nouveau sur cette chaîne. En effet, c'est rigolo comment tu parles. Ouais, alors si tu veux, ça fait 16 ans que je suis dans Je le... sais pas comment le prendre. C'est à changer de ton instantanément. Qu'est-ce que je veux dire? Ça fait 16 ans que je suis dans le SEO. J'y suis arrivé par plaisir. Je suis un peu touche à tout, curieux. J'étais dans le milieu de l'informatique, le marketing un petit peu, par des parents dans la vente. Le SEO, j'y suis arrivé parce que j'ai tenu un blog WordPress à l'époque, en 2009. Qui dit blog Dans le WordPress dur. et s'intéresser, je suis venu au SEO naturellement. J'ai eu la chance que ça marche assez bien naturellement. Et si tu veux, je pense qu'aujourd'hui, ce qui est intéressant aussi dans ce qu'on va voir dans le Google EEAT, euh, c'est qu'en fin de compte, c'est ni plus ni moins qu'une continuité de choses qui sont naturelles en réalité. Et dans le SEO, ça fait 16 ans que j'en fais. Je suis quelqu'un qui suis plutôt du côté euh, positif de la ligne en SEO. Je la franchis extrêmement Quand tu rarement. dis positif, c'est côté white hat. Ouais, on va dire ça comme ça. Ouais, white hat. Avec un tout petit peu de grey hat dedans, mais vraiment très légèrement. J'ai toujours été sur la ligne. Et c'est pour ça que je pense qu'aujourd'hui, on a une vraie expérience à partager sur le Google Hit, puisque à un moment donné, j'ai travaillé dans le monde du médical. Je pense que c'est pour ça aussi que j'en ai une vision très positive. Et puis, ouais, je m'amuse bien avec le SEO. Et actuellement, je suis consultant SEO. Voilà. Bah déjà, c'est quoi le hit? Le hit en soi, c'est à la base trois lettres, I-A-T, mais après il y a eu le E qui a été rajouté un petit peu par la suite. Et en soi, c'est expertise, donc la valeur ajoutée, que ça soit clair, exhaustif, avoir un bon contenu, entre guillemets. Il y a la partie A, autorité, donc là ça va être par exemple l'auteur, ça va être par exemple le netlinking, backlinks, la réputation du site et du contenu. Et après, il y a la partie un peu confiance, donc l'historique du site, la gestion des données, si vous êtes si vous gérez bien vos cookies, si par exemple vous avez des avis qui viennent de Trustpilot, etc., qui peuvent apporter cette notion de confiance. Et après, c'est par la suite où Google il a ajouté ce côté expérience dans le IIAT. Et comme tu l'as dit, Seb, en soi, Google, ça fait depuis la nuit des temps. Eux, ce qu'ils veulent, c'est de remonter du bon contenu. Et en soi, Hit, c'est vraiment dans la continuité de ce que veut Google, c'est mettre en avant le meilleur contenu possible pour que son moteur de recherche soit toujours utilisé au maximum. Si tu veux, je n'ai pas envie de vendre la mèche sur tout ce qu'on va dire, mais au niveau de l'importance du hit, c'est surtout une question de confiance, de garder la confiance de ses utilisateurs. Le web, sur certains sujets, faut quand même faire attention à ce qu'il va nous prodiguer comme information. Et aujourd'hui, il faut quand même pas oublier que la première des choses pour Google, c'est de satisfaire ses propres clients, hein, ses utilisateurs, pour que son ads marche toujours bien. Et donc, je pense D'ailleurs, on a vu que Google il met un petit peu en arrière-plan les SEO au détriment de ses utilisateurs, et ça on peut le voir avec les communications Overview IA. Google, ils ont rajouté ce widget anciennement appelé SGE pour, au final, on sait que niveau impact SEO, ça risque de diminuer, mais par contre, eux, ils partent là-dedans parce que pour les utilisateurs, ça fait sens. et si tu veux, au niveau du hit, c'est vrai que c'est quelque chose qui a progressé un petit peu dans le temps.
c'est quelque chose qui ça a eu un nom, et c'est grâce à toi que j'ai eu la date. En 2017, par rapport au doc que tu as fait et les recherches, je me suis dit, ah oui, bah, finalement, tu vois, ça correspond exactement à l'année dans laquelle je me suis retrouvé dans le médical. Et quand tu lis un petit peu les consignes du HIT, bah, tu te rends compte que finalement, c'est des consignes qui sont extrêmement proches du milieu médical. Et une des choses Ok. qu'on verra, c'est de citer ses sources et d'avoir des sources de confiance. Et ça, dans le milieu du médical, si par exemple, je sais pas, imagine demain, voilà, tu fais un article sur le fil de suture et que tu es bien positionné dessus, bah, tout ce que tu vas Mhm. citer à l'intérieur, il va falloir que ça soit sourcé, parce que sinon, t'es, ceux à qui tu achètes le matériel, ils risquent de ne pas être très très contents, parce que eux, ils ont des règles très dures, en fin de compte, sur tout ce qui est publication scientifique et tout ce qui va toucher à leurs produits. Et donc, du coup, si tu veux continuer à travailler avec eux, bah, tu es obligé d'avoir une manière très scientifique d'aborder ta publication Internet. Quand aujourd'hui, on est venu se trouver pour pouvoir faire cette vidéo, euh, ce qui se passe, c'est qu'on a voulu la faire parce que spontanément, on sent pas une divergence d'esprit, le mot est pas le bon, mais est-ce que c'est vraiment utile ou pas? Et c'est la manière dont tu parles des choses qui me fait tout de suite dire qu'on voit pas les choses sous le même angle. Quand toi, tu parles du hit, et oui, en effet, aujourd'hui, on va voir qu'il y a des signaux, comme par exemple le HTTPS, par exemple, ok, ça en fait partie. Mhm. Mais si tu veux, j'ai toujours tout misé sur les entités. Si tu veux, pour moi, Ok. et c'est pour ça que dans la seconde partie de la vidéo, on va parler de schéma et qu'on va beaucoup parler des entités et des personnes, parce que pour moi, en fin de compte, c'est là que tout réside et c'est là où, en fin de compte, j'ai souvent misé toute la stratégie HIT. Elle est basée sur quelle est la personne qui écrit le contenu et comment elle est identifiée par le moteur de recherche. J'ai, et à côté de ça, quand j'ai travaillé des stratégies, et si tu veux, donc pour faire des recherches, pour pouvoir avancer un petit peu par rapport à ce qu'on avait à se dire, est-ce qu'il n'y a que le hit aujourd'hui avec deux E? Parce que quand on vient rajouter l'expérience à l'intérieur, encore une fois, c'est ni plus ni moins que s'appuyer sur le profil d'une personne. Qu'est-ce qu'elle a fait? Qu'est-ce qu'elle a réalisé? Ou alors, le profil d'une entreprise. Qu'est-ce qu'elle a fait? Qu'est-ce qu'elle a réalisé? Après, je pense que le E, il a été ajouté après coup pour ajouter de la valeur ajoutée dans la SERP. Parce que Google, bah, aujourd'hui, il y a à peu près toutes les SERP intéressantes qui sont optimisées avec un contenu X. Et le fait de rajouter le E, ça peut être aussi une manière de Google d'avoir plus de contenu intéressant basé sur des retours pour mettre en avant une source ou une autre. Et ça, on peut un petit peu le déduire, ou en tout cas on peut avoir cette impression en regardant un petit peu comment Google met en avant Reddit actuellement. Donc Reddit, bah, c'est un forum où bah, on peut trouver un peu de tout, quoi. C'est un réseau social plus ou moins. Et Un bah, on forum, voit ouais. que Google met énormément en avant les contenus Reddit. Et bah, dans sa communication IAT, il a peut-être ajouté ce E, justement pour avoir plus de contenu où les gens bah, ils parlent de leur expérience, un petit peu comme on pourrait avoir dans un forum. Ah, c'est intéressant comme point de vue. Si tu veux, alors, je vois pas un lien direct avec le hit et Reddit. Par contre, je vois un lien direct avec les entités. Mhm. Ça, c'est clair et net. Par contre, c'est vrai que c'est rigolo parce que toi, du coup, tu fais un lien avec l'expérience dessus. Ok. Ah, c'est En fait, rigolo. pour moi, pour être 100% honnête avec toi, pour moi, l'algorithme HIT, il n'existe pas. C'est plutôt, en tout cas moi de mon point de vue, c'est plutôt des guidelines sur Ah, c'est ce que certain. Google attend d'un contenu. Et après, bah, il va utiliser des signaux comme, je sais pas, l'engagement utilisateur, comme peut-être le taux de rebond, etc. Peut-être des choses qu'il utilise, etc. Pour justement après déterminer si un contenu est HIT ou pas. Bah, peut-être que justement, on peut parler un peu des quality raters et ce qu'ils font et comment ça marche. Et d'ailleurs, réflexion. Est-ce que le fait que Google ait des quality raters, c'est pas un peu le signe qu'ils ont un peu de mal à déterminer que le hit est correct ou pas? Ah, alors, j'ai Petit retrouvé, challenge. j'ai retrouvé un post, un X, un tweet. Je sais même pas comment on doit dire maintenant vu que ça a changé de nom. C'est plus un tweet. Du coup, bon bref, C'est un X. un truc sur X qui est un peu vieux, mais sur lequel il disait qu'il confirmait que non. Ah, c'est ça qui est vicieux avec Hit, c'est que non, ce n'est officiellement pas un critère de classement, puisque bah il y a des humains qui passent dessus, donc mécaniquement, euh, je pense que on peut apporter des valeurs plus ou moins différentes, mais comme
hit va s'appuyer sur lui, sur des éléments qui sont des critères de classement, bah oui, c'est un critère de classement. Donc du coup, non, c'en est pas un, mais oui, c'en est un. Ouais, bah c'est vrai que eux ils disent bah les quality raters c'est des personnes externes à Google pour un peu les définir. Donc c'est Google qui mandate des sociétés externes pour des personnes externes pour faire le rôle de quality raters. Les quality raters en soi ils savent pas vraiment comment fonctionne l'algorithme, ils ont juste un document sur comment juger un site. Et effectivement ça reprend un peu ton côté authorship où effectivement les quality raters ils vont vérifier que ce contenu vient bien d'un auteur. Par exemple, c'est un contenu médical, j'imagine qu'il va s'attendre à ce que ça soit un médecin, et du coup il va juger est-ce que ce site est bien, non, non, non. Et après et en soi voilà quoi, il donne la note. Mais c'est vrai que Google dise qu'ils prennent pas en compte cette note, c'est un peu bizarre. La partie Quality Raters, j'ai fait un petit GPTs pour l'occasion. Tout bêtement, hein, j'ai pris le doc officiel, les 150 pages, et du coup, je te partagerai le lien. Et du coup, tu peux l'interroger maintenant et savoir ce qui rentre dans une guideline d'un Quality Raters, lui poser des questions par rapport à ce que tu as à faire et te rendre compte. Et on en parlera sur la partie email parce que du coup, ça m'a poussé un peu plus loin dans mon questionnement. Et maintenant, j'y vois un peu plus clair et c'était vraiment un échange intéressant avec ce GPTs. Bref, passons. Et du coup, ton GPTs, tu Ouais. peux le laisser en public pour les gens Oui, qui regardent la bien vidéo sûr. ou pas? Et genre, c'est quoi, tu mets l'URL d'un site et après lui il te fait des feedbacks? Alors, typiquement, pour l'instant, je vais surtout poser des questions qui étaient liées à savoir comment classifier certains types de contenus, comment l'aborder, et voir si ça pourrait déclencher ou pas le passage d'un quality raters. Ok, ultra Parce que intéressant. déjà, c'est gentil. Euh, parce que déjà, en fin de compte, c'est juste la doc et il a été paramétré pour que tu puisses lui parler et qu'il te réponde vraiment que là-dessus de manière très particulière. Et donc, du coup, pour travailler ce live, je lui ai posé des questions pour la partie qu'on va parler juste après, la partie email, et ça m'a permis de pouvoir comme ça devenir mieux calibré parce que je l'ai mise en place plusieurs fois, mais je l'ai mise en place dans le monde du médical une fois et dans le monde du sexe aussi, puisque ça me rentre complètement dedans. Mais en fin de compte, ça va bien plus loin que ça et je me rends compte que je suis en plein dans un projet email en ce moment et les deux clients que j'ai, en fin de compte, sont aussi des clients email et peut-être qu'on va se rendre compte qu'on a beaucoup plus de clients email qu'on peut l'imaginer. Et en soi, du coup, pour toi, le hit, c'est vraiment lié au email ou pour toi, il y a ces deux choses différentes? Alors, je pense aujourd'hui, pour l'avoir vécu, j'ai toujours des exemples qui contredisent tout. Toujours. J'ai toujours des exemples des gens qui font des choses très sales et qui y arrivent. C'est comme ça. Voilà. Tu te fais parfois doubler dans ta stratégie. Tu vois ce qu'il a fait, tu te dis, je comprends pas vraiment. Je comprends pas vraiment que cette technique quand même marche encore. Par exemple, aujourd'hui, je comprends pas encore vraiment que de l'exact name matching, ça marche encore. Voilà, si, ça marche. Je comprends Ça pas. marche un petit peu moins qu'avant, ça marche quand même moins qu'avant. Avant, c'était vraiment de l'abus, hein. À l'époque, littéralement, t'achetais le nom de domaine, t'étais quasiment sûr d'avoir le numéro 1. Aujourd'hui, quand c'est des serveurs concurrentiels, faut quand même bien taffer derrière, hein. Je suis d'accord. Je suis d'accord avec toi, mais aujourd'hui, tu arrives avec un domaine bien fité sur l'URL, sur le mot-clé, avec dessus la production du type de site que Google y veut, plus les backlinks qui vont bien avec un petit peu de domaine expiré, normalement ça passe. Sur cette requête très Selon la précise, SERP. c'est pas, voilà, si tu veux, c'est plus censé passer, voilà. Mais si tu veux, j'ai un Ouais. projet perso à côté. Je te promets qu'il est fait le plus propre de la Terre et celui qui nous est passé devant, c'est très très sale. Et tout ce qu'il a fait ne devrait plus pouvoir marcher. Et pourtant, il est devant nous. Et c'est comme ça. Voilà. Euh, Peut-être que quand il y a eu la mise à jour et full content, on peut voir que tous les contenus qui sont vraiment profonds, bien rédigés, peuvent monter. Mais après, peut-être à une autre mise à jour, Google va privilégier d'autres choses. Et ouais, en espérant que ce genre d'abus soit limité. Ce que je constate surtout, c'est que tous les sites sont pas forcément tous soumis à tous les filtres algorithmiques. Déjà parce que ça consomme de la ressource.
faut quand même pas oublier qu'aujourd'hui, Google, il paye pour ses algorithmes de l'électricité et que il peut pas tout filtrer tout le temps partout. Et donc, parfois, sur certaines requêtes, on va vraiment tomber sur un espèce de Google old school qui va encore laisser passer des trucs où on se dit mais ça c'est plus censé passer. Et si, pourtant ça passe et parfois sur des requêtes assez étonnantes. Mais de ce que j'ai pu en vivre jusqu'ici, pas quand il s'agit d'10 000. Et c'est là où justement j'apporte une limite. Je trouve que quand c'est plus, ça va être quelque chose qui va toucher ta vie. Donc c'est souvent, mais ce serait très réducteur de penser que ce soit que ça. Tout ce qui va être argent, tout ce qui va être santé, tout ce qui va être alimentation. Mais il s'avère que ça va... Ouais, vas-y. Ça veut dire que dans ton ressenti, quand il y a du email, bah Google il va filtrer plus fortement Oui. les sites et bien tout vérifier pour les mettre en avant par rapport à une SERP, on va dire boulanger, qui Oui. parle de pain, où là Google il va être un petit peu plus clément et il va faire une analyse plus basique. C'est ultra intéressant ce que tu dis. Mais parce que... Enfin... Je suis vraiment pas dans les secrets des dieux. Je me dis juste que ils appliquent énormément de filtres et que aujourd'hui, encore une fois, je pense qu'à un seul truc, il faut que leurs clients continuent à venir. Il faut que les clients y soient là. Les clients, eux, ce qu'ils veulent, si on vient sur Google, ça a toujours été, enfin en tout cas, arrête-moi si je me trompe, enfin c'est mon analyse, Google a marché parce que j'ai la bonne réponse au bout d'un, 2 ou 3 clics. Hein, on le sait tous. C'est même plus ou moins le cas toujours aujourd'hui. C'est vrai que là, il y a cette vague, ouais, Google, nanana, il y a des défauts, mais quand tu compares à la concurrence, il reste quand même loin devant. Et donc, si tu veux, pour moi, il faut qu'ils continuent à rester et que surtout, ils ne proposent pas, par exemple, je sais pas, moi, imagine une assurance décès, par exemple, il va quand même falloir que tu sois sûr que ce n'était pas une arnaque. Enfin, je sais pas ce qu'on pourrait imaginer, mais quelque chose qui touche. Voilà, tiens, pour des compléments alimentaires. Les compléments, si tu veux, quand j'ai travaillé dans le monde du sexe, bah, aussi étonnant que ça puisse paraître, j'ai retrouvé des problématiques qui étaient très proches du milieu médical parce que tu vends aussi des compléments alimentaires. Et les compléments alimentaires, ça fait partie de ces choses qui aujourd'hui sont régulées. Non, elles sont pas régulées. Mais c'est... Ouais, ça touche à la personne si elle prend, par exemple, bah, typiquement, tu peux avoir des problèmes au niveau du corps si tu surabuses d'un complément alimentaire. Par exemple, je sais pas, la vitamine C, ok, c'est bien de prendre la vitamine C. Par contre, si tu prends 1 kilo de vitamine C par jour, tu peux avoir des soucis de santé. Ou à l'inverse. Non, peut-être pas l'inverse, mais en surconsommation, tu peux avoir des problèmes de santé. Il paraît, ouais. Et donc, si tu veux, bah voilà, on est en plein dedans. Et donc, du coup, Google, il va... Et c'est là où... Ok, il y a certaines thématiques sur lesquelles je ne pense pas qu'être un expert, je sais pas moi, et encore. Moi, je peux te prendre un mandat que je fais. Ouais, Typiquement, vas-y. je travaille avec une agence matrimoniale. Et forcément, bah, dans l'agence matrimoniale, dans la partie blog, on va par exemple attaquer des requêtes sur comment draguer sur Instagram, par exemple. Mais effectivement, comment draguer sur Instagram, tu peux pas dire que il y a une vérité vraie ou que ça peut probablement poser des problèmes graves à la personne. Au pire des cas, la personne elle peut être un peu lourde. Dans le meilleur des cas, la personne elle arrive à draguer. Mais en soi, c'est une thématique qui est assez simple et en plus il n'y a pas vraiment de vérité absolue. Et ce que j'imagine dans le médical, c'est que bah il y a beaucoup d'analyses, beaucoup de tests, beaucoup d'études qui peuvent prouver que bah, ce médicament-là est utile dans tel cas, mais sur des notions comme draguer sur Instagram, bah, c'est pas aussi vrai. La seule chose que je voulais dire par rapport aux Quality Writers, c'est qu'on mésestime qu'il y a des êtres humains qui passent leur temps à aller sur des sites internet et à remplir des cases. Et il s'avère que la doc est fait plus de 130 pages, 138 pages, si je dis pas trop de bêtises. Ouais, elle est giga précise, elle est vraiment précise, et dans les guidelines du KT Graders, il dit vraiment, si le site est comme ça, vous devez mettre 0, si le site est comme ça, vous devez mettre telle pondération, c'est ultra précis. Et je pense que vraiment, à partir du moment où tu t'intéresses un peu au hit et que tu regardes, il y a quelque chose qui va te sauter tout de suite à la gueule, c'est que il est juste en train de te parler de de ton autorité, de ta notoriété. C'est, si tu veux, c'est quelque chose que tu es censé faire en vérité.
on va prendre un cas précis. Tiens, on parle de SEO. Allez, on va pas faire de bashing de personne, mais aujourd'hui, il suffit de regarder LinkedIn, et je pense que LinkedIn, parfois, on peut s'apercevoir que il y a des gens qui sortent un petit peu de nulle part, par exemple, et qui vont se dire... Backlink is dead. Voilà, et c'est ça, exactement. Très bon exemple. Le problème, il est que dans un domaine comme ça, si tu veux, logiquement, naturellement, si tu arrives à avoir deux informations qui sont très contradictoires, à savoir, est-ce que je dois continuer à faire des backlinks ou est-ce que je dois arrêter d'en faire, et que tu as des gens qui te disent d'un côté, ouais, il faut absolument les arrêter, et de l'autre, quelqu'un qui dit, ouais, il faut absolument les continuer, normalement, logiquement, ce que tu vas faire, c'est que tu vas t'intéresser un petit peu au background de la personne. C'est qui? Elle a fait quoi? Elle vient d'où? Est-ce que son avis, il compte? Et donc, si tu veux, logiquement, quand tu construis ta stratégie, logiquement, au bout d'un moment, tu dois avoir écrit des bouquins, tu dois avoir fait des lives, comme on est en train de le faire là, tu dois avoir fait des collaborations, tu dois avoir été invité à des conférences, tu dois avoir ton nom qui apparaît dans des petits papiers à gauche, à droite. Et finalement, si tu veux me couper, coupe-moi, hein, je vois à chaque fois, mais vas-y. Ouais, mais en fait, c'est parce que tu dis, c'est super intéressant. Mais ce que je voulais dire, c'est que effectivement sur LinkedIn, les mecs, ils te font des jolis carousels avec des designs pas piqués des hannetons. Ils te font des posts avec du copywriting où en fait, t'y crois, c'est super bien écrit, etc. Et en fait, le mec, tu vas regarder dans ses expériences, il va mettre un truc ultra flou comme je suis consultant SEO de X à X période, mais il va pas te donner des clients avec qui il a travaillé. Donc tu sais pas avec qui il a travaillé. Les graphiques qui ressort, tu sais pas d'où il sort, tu sais pas s'il a trafiqué. Qu'est-ce que tu m'as fait rire avec ton post la dernière fois? C'est ça, tu vois, si tu veux avoir un joli graphique, tu vas sur SEMrush, t'écris une plateforme populaire comme YouTube et tu as une énorme courbe ascendante sur SEMrush parce que YouTube ça fait que d'exploser d'année en année et après tu dis voilà c'est mon travail et en fait la personne derrière qui est un petit peu crédule et qui s'y connaît pas, elle a aucune façon de savoir si c'est vrai ou non, elle va le croire, ça diffuse la mauvaise info. Et après, du bouche à oreille, tu as des infos comme les backlinks sont morts qui prennent de l'importance alors que ça devrait pas. Et regarde, d'une certaine manière, LinkedIn essaie d'y répondre avec aussi des recommandations où les gens vont se noter entre eux pour essayer, je pense, d'une certaine manière, de découvrir l'autorité de la personne sur son sujet, son expérience. Et c'est là où, si tu veux, quand tu me parlais d'expérience tout à l'heure, ça m'avait fait sourire. Parce qu'on n'y mettait pas en réalité la même définition derrière. Pour moi, l'expérience, c'est pas... Et le fait que tu avais fait un lien avec Reddit et que j'avais pas fait, okay. Parce que pour moi, l'expérience, c'est quelque chose qui était venu rajouter à l'expertise, parce qu'on peut avoir de l'expertise et zéro expérience. Et du coup, tu es quelqu'un qui va produire quelque chose qui va être, je dirais pas sans valeur, mais souvent pas utile. Et l'expérience, c'est ce qui va asseoir l'expertise. Et je pense qu'on est venu l'ajouter pour que justement, quelqu'un qui ait de l'expérience, parce que d'avoir quelques années d'études, pour certains c'est une forme d'expérience, mais comme il n'y a pas d'application, il n'y a pas d'expertise. Et donc du coup, je pense que le E, il est arrivé en plus pour pouvoir contrer cet esprit carrousel, quoi. Et pour faire un lien avec les quality raters, parce que j'ai un petit peu lu leur doc, eux, quand ils doivent juger l'expertise d'une personne, elle va pas juste s'arrêter au contenu qui est écrit, mais elle doit vérifier les autres contenus sur le site, voir un petit peu ce qu'il y a sur le site, également faire des recherches sur l'auteur pour savoir si c'est une personne pertinente, et également typiquement aller regarder les avis, voir s'il y a des avis positifs ou pas. Et à mon avis, Google aujourd'hui doit avoir des moyens algorithmiques pour pouvoir retracer un auteur. Et ça, on en parlera après, peut-être dans la vidéo qui sortira sur ta chaîne, avec les structurés de data. Si aujourd'hui, par exemple, d'écrire un livre en commun avec quelqu'un, ça va aussi avoir beaucoup de sens. Mais si tu veux, c'est des stratégies qui sont ni plus ni moins que des stratégies d'autorité naturelle, où naturellement, on va le faire pour pouvoir poser son autorité. Et aujourd'hui, c'est des signaux naturels qui sont récupérés par Google, et je dirais que ça rappelle juste à certaines personnes qu'on ne peut pas aller vite, surtout tout le temps, n'importe comment, pour n'importe quoi. Voilà. Je pense que c'est surtout ça. Après, certaines parties, ok, pourquoi pas.
Et du coup, pour en venir un peu plus sur la partie email, si tu veux, aujourd'hui, Google, il a besoin que tu fuis pas son moteur de recherche. Il a besoin que quand tu ailles sur quelque chose qui touche à ta vie directement, tu t'enfuis pas. Mais le contenu email, alors, je sais absolument pas du tout combien de sites. Je crois qu'il n'y a pas des millions de sites qui sont contrôlés tous les ans. Je pense pas par les quality raters. Bon, vu le nombre de contenus qu'ils publient tous les jours et le nombre de quality raters, parce que si je dis pas de bêtises, ils sont 14 000 des quality raters, Ok. qui paraît beaucoup, mais au final, à l'échelle de Google, c'est pas énorme. Moi, je l'ai Et pensé ce qui plus à pourrait être 30 000, cool, ce tu vois. serait... ouais, ouais bah, mais voilà, tu vois, genre on va dire même 30 000, c'est pas énorme par rapport à l'échelle du web, Non. dans tout ce que Google doit vérifier. Et en soi, toi, un site email, je te coupe un petit peu dans ta présentation, Vas-y. tu le classifierais comment? Normalement, facilement, ça va être à partir du moment où ça touche à l'argent, au médical, à la santé, au bien-être, au physique et au mental, ça va commencer à être du email. Mais tu vois, c'était très intéressant parce que l'exemple que tu m'as donné, je suis pas tout à fait d'accord avec toi. Sur la partie Ok. Love Coach, justement, aujourd'hui, il existe des diplômes. Je peux être sexothérapeute, par exemple, et un sexothérapeute va avoir plus de poids dans son conseil et je pense qu'il sera peut-être même vu plus positivement que quelqu'un qui sera qualifié de love coach parce que derrière c'est une thématique qui est floue où il n'y a pas forcément de diplôme. Par contre, euh, donc ça c'est une chose, mais même si j'étais que love coach, bah, je partirais, ça ce qu'on on va voir sur les entités, pour pouvoir mettre en avant tout ce qu'il a fait. Par exemple, s'il a fait des conférences, s'il a écrit des livres, s'il a fait des publications. C'est véritablement des choses que j'irai chercher pour pouvoir asseoir son autorité, son expérience, la confiance, bref, tout le hit. Et vraiment, pour moi, le hit, il passe souvent au travers d'une personne, de l'auteur. Et pour pouvoir classifier un site e-mail, c'est pas juste un site. Je vais donner un exemple. Si aujourd'hui, je parle des boissons sucrées, si je parle des sodas, je peux très bien te faire un article sur les sodas qui va dire le top 10 des sodas en France. Ça n'a pas de problème. Cet article-là, il n'y a aucun problème, il ne sera pas e-mail. Maintenant, si je te fais un article sur euh, les vraies calories à l'intérieur des sodas, là, tu commences à être pile entre les deux. Attention, t'es pas encore e-mail, mais ça peut potentiellement glisser. Maintenant, si tu me fais un article sur est-ce que les sodas c'est bon pour la santé, alors là, tu me fais un article email. Et donc, du coup, Mais en soi, toutes les recommandations, est-ce que on les ferait pas, que ça soit un site email ou non? c'est pour ça que je te disais tout à l'heure que quand Google Eat est arrivé, j'ai eu l'impression d'une continuité du travail que j'étais en train de faire, puisque j'étais dans le monde du médical à ce moment-là et qu'on m'obligeait, par exemple, à tout sourcer. Je ne pouvais rien dire qui n'était pas prouvé. Tout ce que je disais. Pareil, si tu veux, c'est un truchement naturel qui est arrivé que quand j'en ai entendu parler, je fais, putain de bordel, c'est très exactement ce que je suis en train de faire. Mais si tu veux, il y a un autre exemple. Donc quand on faisait des articles là-dessus, sur les fils de suture, ce genre de choses, ok. Mais il y avait un autre truc qu'on faisait, c'est qu'on avait détecté que nos clients, en fin de compte, si nous, on leur vendait nous-mêmes nos produits, ils achetaient pas. Par contre, on avait détecté que la recommandation entre confrères marchait excessivement bien. Et donc, du coup, tous les articles de blog qu'on faisait sur nos propres produits, des divans, des autoclaves, en fin de compte, on les faisait co-signer par ceux qui les utilisaient. Et donc, du coup, on faisait des articles de témoignages. Et donc, du coup, c'est pour ça que ça a vraiment bien marché. Parce que Incroyable. et si tu veux, quand on en arrive, et c'est pour ça que cette stratégie, elle a été mise en place juste avant que c'est un nom en vérité. C'était arrivé par l'inbound marketing. C'est l'inbound marketing qui m'a fait penser comme ça et qui m'a fait dire, aujourd'hui on fait nos personas, on étudie nos personas et on se rend compte, waouh, la recommandation, mais qu'est-ce qu'elle est puissante. Et du coup, on part comme ça. En fait, on revient aux bases du marketing parce qu'au final, si on doit Oui. travailler une landing page, donc vraiment purement vente, pas forcément SEO, etc., c'est normal d'ajouter des témoignages, c'est normal d'ajouter, ils parlent de nous, les fameux,
quand on passe dans les médias, etc. Oui. Et effectivement, bah, c'est ultra bien pour la vente, donc Ouais. pourquoi ça ne le serait pas pour le SEO et les recommandations que Google aimerait faire dans son moteur de recherche? Je suis tellement d'accord avec toi. C'est pour ça que... Alors, après, la vraie question qui se pose, c'est est-ce que déployer tous les moyens nécessaires à cette stratégie-là est forcément nécessaire par rapport au projet que tu mènes? Bah, je dirais qu'aujourd'hui, je n'ai encore jamais été contacté par quelqu'un dont le but était de faire du sale, dont le but était de dire, écoute, je vais hypothéquer mon entreprise sur les 3 prochaines années qui arrivent, je veux juste que ça aille hyper fort. Moi, aujourd'hui, je suis contacté par des entreprises qui ont plusieurs dizaines, si ce n'est plusieurs centaines de salariés. Aujourd'hui, il n'est pas question de faire mumuse avec leur site internet, il est question de faire les choses proprement. Et comme je te disais en introduction, j'ai été biberonné à Olivier Andrieux pendant tout le début de mon apprentissage du SEO. J'ai même pas acheté d'autres livres pendant 7 ans. Ça a été que lui que je suivais. Je suis intimement persuadé que même si il y a des choses où il faut peut-être aller un peu plus loin, mais que voilà, il m'a fait avoir une vision nickel du SEO. Ah bah d'ailleurs lui il avait fait le 1er avril sur son blog Abondance en mode ouais vas-y maintenant on va faire du Black Hat et il fait un gros poisson d'avril. C'était incroyable. Donc si tu veux, tout ça, oui en effet, c'est ni plus ni... Et Olivier Andrieux, enfin, en tout cas c'est comme ça que j'ai toujours pris son enseignement, les choses ne viennent pas toutes seules. Il faut tout bien faire. Et une fois que tout est bien fait, on verra ce qui arrivera. Donc du coup, j'ai jamais cherché à prendre de raccourcis. Bah après c'est vrai qu'il faut comparer les projets. Tu peux pas comparer le projet d'une boîte peut-être potentiellement en bourse ou alors avec des centaines d'employés où bah, leur réputation est quand même importante. Tu peux pas vraiment faire n'importe quoi. Et un projet solo de dropshipping SEO où là ton but bah, c'est d'envoyer du sale et puis si ton site il coule, c'est pas grave, t'en refais un nouveau parce que de toute façon ce site n'a pas vocation à rester sur le long terme comme une marque ou une entreprise pourrait l'être. Je suis à 100% d'accord avec toi. Et c'est en ça. soi, même dans les recommandations Black Hat, en soi, c'est cool de faire du Black Hat, de vouloir prendre des raccourcis, mais je trouve quand même important de comprendre déjà la base du White Hat, comment créer un bon contenu, comment faire un netlinking propre, avant bah, de commencer à envoyer des stratégies à tout va avec des PBN par-ci. Enfin, bon, PBN, c'est pas vraiment Black Hat, on va dire que c'est plutôt du Grey Hat, mais en tout cas, ça fait sens d'apprendre d'abord les bases avant de s'aventurer dans autre chose. Je te rejoins. Et ouais, j'ai pas eu cette envie de prendre des raccourcis. Et aujourd'hui, bah, ça fait que quand t'entends parler du hit, bah, t'en arrives juste à la conclusion de te dire ah bah c'est ce que je fais en vérité. Ok, c'est cool. On va continuer comme ça. Et donc si tu veux, bah, j'accompagne. Tu vois, naturellement, on s'était dit qu'il y avait l'alimentation, les sous, la santé. Mais si tu veux, on peut Ouais, la rajouter. finance. Mais on peut rajouter plein de thématiques. Là, j'ai 2 clients. J'en ai un qui est dans l'éducation. Le moins qu'on puisse dire, c'est que quand il va être question d'orientation scolaire, je sais pas, petite intuition, je pense que ça risque d'être considéré comme du civil. Et l'autre qui est dans la cybersécurité. Et c'est pareil, en fin de compte, la cybersécurité, quand tu vas parler de la cybersécurité de ta PME, ah bah, le moins qu'on puisse dire, c'est que oui, tu risques de légèrement impacter la vie des gens. Donc du coup, pareil. Je pense qu'aujourd'hui, d'asseoir l'autorité, enfin, l'ensemble du spectre HIT, ouais, c'est indispensable. Donc, je dirais que... Après, moi, il y a un côté où je suis pas aussi critique que toi par rapport à la personne qui est derrière le contenu. Parce que aujourd'hui, tu peux monter des sites en anonyme avec une expérience utilisateur impeccable, avec un affichage d'avis, témoignages sur le site, avec un joli profil de backlinks, travailler même toute la thématique du site avec le Topial Authority et quand même ultra bien ranké sur certaines thématiques qui sont pas forcément Your Money, Your Life directement, mais qui peuvent se rapprocher. Dans ce genre de thématique, j'ai presque envie de dire par exemple la cuisine. En soi, tout ce qui touche à l'alimentation, bah bon, ça dépend de l'angle que tu as dans l'article, mais en général, tu vas quand même être assez proche du email. Et pourtant, je pense que dans l'alimentation, avec du SEO propre, déjà en maîtrisant les bases et même en faisant peut-être un petit peu de Black Hat, Grey Hat,
tu peux quand même avoir d'excellents résultats sans travailler toute la partie authorship, sans travailler toute la partie panel d'experts. Après, il est évident que si on travaille toute la partie authorship et panel d'experts, ça va pas être négatif pour son SEO. C'est clair que sur le long terme, c'est même un objectif viable à avoir. Mais en tout cas, moi, des essais que j'ai pu avoir sur Google, dans les thématiques que j'ai travaillées, je n'ai jamais travaillé avec du 8000 directement comme toi tu as pu le faire. Je sais qu'on peut avoir des très bons résultats sans cette partie-là. Je te rejoins. Je te rejoins vraiment sur le fait qu'aujourd'hui, c'est pas forcément indispensable. Après, tu me donnes quand même des thématiques aujourd'hui, par exemple la cuisine. Il s'avère que, alors, j'ai pas travaillé directement sur la cuisine. Par contre, je crois qu'on commence à toucher un autre domaine, qui est le domaine où dans la SERP, c'est que des magazines féminins qui ressortent. Et là, si tu veux, je la connais bien, cette SERP. Et si tu veux, aujourd'hui, j'ai des SERP qui vont être assassinés par des médias. Donc tout ce qui va être L.fr, Grazia, attends, j'essaie de me rappeler des noms des groupes. Mais ce qui est intéressant, c'est que ces médias, quand tu regardes leur contenu, le contenu est pas ouf. Honnêtement, il y a des SERP où je vois Grazia.fr monter et honnêtement le contenu, tu te demandes si c'est pas un stagiaire qui l'a fait. Et après en bas des fois, alors j'avoue que des fois en bas ils mettent la mention co-rédigé ou je sais pas quoi par un psychologue, etc. Mais à mon avis c'est pas forcément vrai hein, vu la qualité du contenu. Après que ça soit... Alors. Bon, là il y a beaucoup de sujets, mais c'est vrai que Gracia.fr je les vois remonter avec des contenus... j'ai l'impression que c'est juste, ils ont énormément de backlinks, ils sont une autorité incroyable et du coup ils rankent à cause de ça. Si tu veux, c'est exactement ces sites-là qui m'ont fait basculer un petit peu du côté un peu plus gris de la force, parce que ces sites-là se positionnent de manière abusive, mais vers CNews, c'est pas compliqué, ce qui est journal papier féminin, plus journal papier type Le Parisien, Le Figaro, tout ce qui est BFM TV, se positionne de manière honteuse sur Internet, honteuse. Ce qui fait qu'ils viennent te manger des positions, en tout cas de tout ce qui est le monde féminin. Tu peux t'asseoir, c'est les 8 premiers, c'est toujours les mêmes. Et si tu veux, du coup j'ai un peu étudié certains sites. Et il y a quelque chose qui m'a vraiment sidéré, c'était les réseaux de backlink qu'ils avaient. Mais véritablement quelque chose d'une saleté. C'est quasiment que du backlink, c'est un genre de site. Mais c'était tellement sale, mais tellement sale. Donc si tu veux, alors j'ai entendu dire qu'il paraîtrait, je crois que elle a pris un gros coup dans la tête. Je sais plus s'il n'y a pas eu sa perte d'autorité. Je sais plus si à partir, je crois qu'à partir de L.fr, tu n'as plus aucune autorité qui est transmise en backlink. Je crois que ça a été coupé par Google, donc à confirmer. Voilà, si tu regardes cette vidéo, va googler pour être sûr que parce que tu pouvais rajouter des liens abusivement sur L.fr. Tu peux en acheter. Ah ok. Ouais, parce que typiquement Wikipédia, ça paraît bête, mais en fait Google a coupé les jus Wikipédia parce que c'était trop simple à rajouter un lien. Et comme Wikipédia, ils ont une autorité qui est démentielle, ça faisait qu'il y avait trop de gens qui pouvaient manipuler leur autorité avec ça. Et effectivement, ils ont coupé Wikipédia, mais j'étais pas au courant qu'ils avaient coupé L.fr. Alors c'est intéressant. Mais ça fait sens. Ce que tu dis pour Wikipédia, parce que du coup, tu vois, on pourrait, si on en revient sur la question de est-ce que le hit, ça fait partie ou pas de l'algorithme de Google, là, on pourrait se dire que normalement, dans ma stratégie hit, passer par Wikipédia, c'est indispensable. Aujourd'hui, j'ai pas de jus qui est renvoyé par Wikipédia. Est-ce que ça garde de l'intérêt de passer par Wikipédia ? Oui, ça garde de l'intérêt aujourd'hui. Puisqu'il y a une autre chose. Alors, je n'arrive pas, je suis pas très bon en anglais, mais je crois que c'est le NIT que j'ai lu tout à l'heure, et c'était vraiment un article hyper intéressant, parce que ça rajoutait donc 2 lettres en plus au hit, et si tu veux, l'idée c'est de parler de la notoriété. Aujourd'hui, on est juste en train de parler de notoriété depuis le début, c'est tout. Le Google Hit, c'est se prendre la tête pour pas grand chose, puisque au fond, et c'est pour ça que je fais le lien avec des L.fr ou ce genre de choses, c'est que oui, peut-être que de temps en temps, eux vont travailler sur certains contenus avec certaines personnes, mais globalement, ils sont surtout hyper devant,
Parce qu'ils ont la notoriété. Et il y a quelque chose qu'on a tendance à oublier beaucoup trop souvent quand on parle de Google, de SEO. Mais ça, c'est normal. On n'aime pas trop en parler parce qu'en fin de compte, on n'a pas de poids dessus. Nous, en termes SEO, il y a un truc qu'on ne peut pas faire, sur lequel on ne peut pas lutter. C'est selon moi un des premiers signaux qui est envoyé à Google, c'est le clic dans la SERP. Ouais, clairement. D'ailleurs, je pense que tu as suivi un peu les leaks de Google récemment, mais effectivement, tu avais la partie clic dans la SERP et également durée d'engagement après un clic dans la SERP qui était prise en compte comme facteur. Non, j'ai honte, je sais que tu as fait une vidéo, il faut que j'aille la regarder. Mais non, c'est pas grave, on en parle maintenant, mais en soi, c'était ça, et il y avait des trucs intéressants qui correspondent au IAT aussi qui apparaissent, où Google va rentrer dans ses paramètres une mention auteur. Alors, on ne sait pas exactement comment il calcule ça derrière, on ne sait pas ce qu'il va faire avec ce paramètre auteur, mais en tout cas, il est pris en compte dans un de ces modules algorithmes. Ah, tu vois, ça fait que confirmer ce qu'on dit depuis tout à l'heure. Ok, c'est une bonne nouvelle. Si tu veux. Mais pour ton conseil sur Wikipédia, en vrai, moi je conseille aux gens de quand même créer un profil sur Wikipédia, essayer de s'afficher là-dessus comme autorité publique, mais pas le prendre comme un backlink, parce que moi j'avais vraiment, je le voyais plus dans une vision ninja linking où tu allais sur Wikipédia rajouter des liens vers tes pages en tant que source. Donc ça, pour moi, c'est quelque chose qui ne fonctionne plus. Par contre, avoir une fiche Wikipédia avec un historique sur si tu es une personne influente dans le domaine, je pense que ça peut être très positif pour ton authorship. C'est même indispensable. Ça fait partie aujourd'hui des choses. Si tu veux, je regardais un exemple tout à l'heure, et dans l'exemple qu'il montrait, alors j'ai peur de dire des bêtises, mais au niveau du wording, si je me trompe, reprends-moi. On prend avec des pincettes alors. Ouais, mais si tu veux, normalement, quand tu vas aller sur Google, tu as des sorties en mode entité nommée. Et par exemple, tu vois, quand je vais aller dans un film, il va me sortir tous les acteurs de ce film. Je vais avoir des cartes sur les acteurs de ce film. Et je clique dessus et j'arrive sur la fiche de la personne. Donc tout à l'heure, l'exemple qui était montré, c'était sur une requête, donc je pense sur google.com, qui était sur expert SEO. Et c'était vraiment très intéressant parce que c'est exactement ce que ça remontait, c'est-à-dire c'était plein de cartes avec une trentaine ou une quarantaine de personnes physiquement, enfin avec ces cartes comme si c'était donc la personne qui avait joué dans le film, quoi. Et donc du coup, il y a ces données qui remontent. Et aujourd'hui, dans la mise en place du hit, il faut que la personne qui écrive le contenu soit dans l'autorité, mais il faut que le moteur de recherche soit en capacité de pouvoir comprendre ça. Et donc, si tu veux, techniquement parlant, il y a plusieurs choses qui viennent soutenir ça, dont la mise en place des microdonnées sur son site. Et aujourd'hui, la mise en place de ces microdonnées sur son site permet de pouvoir générer ce type d'affichage dans la SERP. Je vais juste te dire quelque chose. Il manque juste la partie IA, mais si tu veux en parler maintenant, et je suis chaud pour que tu finisses. Sur la partie IA, avec plaisir. Il n'y a aucun problème, c'est dit très vite. Du contenu de merde, c'est du contenu de merde, qu'il soit écrit par un humain ou par une IA, et du bon contenu, c'est du bon contenu, qu'il soit écrit par une IA ou par un être humain. C'est aussi basique que ça. Ouais, c'est vrai qu'il y a ce truc où les gens, depuis l'arrivée avec ChatGPT notamment, donc 2022, en mode ouais, maintenant on peut balancer plein de contenu IA, etc. Du coup, ça marche pas forcément parce que le contenu IA est pas terrible. Et du coup, il y a vraiment cette guerre en mode on veut pas du IA, on veut que de l'humain, mais tu peux créer des contenus rédigés par des pays tiers où tu payes 30 centimes ton contenu. Et je peux vous assurer que le contenu qui est rédigé par un humain à 30 centimes n'est pas beaucoup plus qualitatif que ce que ChatGPT pourrait faire. Et du coup, on peut ne pas ranker avec du contenu humain parce que juste c'est pourri. Et après, il faut pas s'arrêter à ChatGPT. C'est aujourd'hui quand on parle d'IA générative pour créer du contenu. Alors, j'ai pas été assez loin, mais j'en ai testé plusieurs et j'avoue que j'ai été plutôt déçu. Alors, on va pas citer des noms, mais il y a des trucs très connus que j'ai essayé. J'ai pas trouvé ça fifou. Mais aujourd'hui, ce que j'aime, c'est venir créer mes ossatures avec ChatGPT, venir créer mes blocs à l'intérieur de savoir de quoi je vais parler, de quoi ces trucs vont parler. Quand c'est des sujets que je connais pas bien, venir sourcer le plus possible, essayer de changer ce que j'écris, voir ce que j'ai oublié,
C'est quelque Ouais, mais chose tu as une partie humaine derrière. C'est que énorme. ok, peut-être tu utilises l'IA pour simplifier certains processus, mais derrière, tu as un management humain pour gérer l'IA qui est là, quoi. Il y a du taf derrière. Et c'est là où je pense que les gens s'imaginent trop. Ceux qui sont contre, je pense que c'est juste des gens qui l'ont pas véritablement utilisé, qui s'arrêtent à regarder ceux qui disent faut tout automatiser, c'est génial. Ah, je suis véritablement pas de cette école-là. Je parle jamais d'automatisation et je suis même très nul. Tellement ça m'a jamais intéressé. J'y arrive pas. J'ai du Wallaxy, donc j'ai quelque chose sur mon compte pour m'automatiser. J'ai même du mal sur mes propres trucs. Je trouve pas ça fifou les automatisations. Je trouve toujours qu'il y a cette petite touche à ajouter, que c'est jamais vraiment parfait. Et bon, j'aime bien les choses un peu carrées. Oh la honte pour tout à l'heure. Mais j'aime bien normalement les choses plutôt carrées. Et si tu veux, les automatisations, ça m'a jamais donné satisfaction. Jamais. Je suis Mais assez d'accord avec toi. Automatisé, j'ai jamais réussi à ranker avec un contenu automatisé. Par contre, si dans le prompt, je vais le travailler, je vais lui rajouter de la donnée, je vais lui rajouter du contexte, je vais lui donner un peu plus de ton, je vais lui donner par exemple la structure, et tout un tas d'éléments qui permettent d'enrichir un petit peu mon prompt, bah là j'arrive à avoir un contenu qui est plutôt à 80% ok, et après bah, je fais juste une partie de relecture, je rajoute mes sources, je corrige certaines illusions que pourrait avoir l'IA, et en fait je me retrouve avec un contenu génial qui m'a peut-être pris une demi-heure, une heure à créer quoi. c'est exactement ça. Et en fin de compte, c'est le truc que les gens ont tendance à pas comprendre, c'est que, enfin, je suis assez surpris quand on dit du contenu qui est pas créé par IA. Sous-entendu, oui, je comprends, pareil, pas 100% par IA, c'est of course, c'est l'évidence même. Mais à côté, c'est très binaire. C'est du coup, bah, on le fait pas du tout avec IA et donc du coup, on se galère à la vie, alors que en vérité, il pourrait y avoir des trucs vraiment cool qui pourraient être faits. Donc non, aujourd'hui, moi la réponse elle est simple, c'est que ce soit fait ou non, du moment que c'est bon, du moment que ça apporte de la valeur, du moment que la personne elle trouve l'information dont elle avait besoin derrière son clic et qu'elle elle n'est pas retournée sur Google, bah moi je dis que t'as gagné. Effectivement, le but principal d'un contenu, c'est de répondre à l'intention de recherche de l'utilisateur et s'il est bien répondu, bah, Google le remarquera ou pas, ça dépend. Mais en tout cas, bah, c'est ce qu'il veut mettre en avant dans sa SERP. Et Ça, du c'est coup, clair. Et je pense en soi que cette espèce de malentendu sur l'IA, ça vient des gens qui sont allés sur ChatGPT et qui ont écrit rédige-moi un contenu sur tel sujet. Et effectivement, si tu pars comme ça, ton contenu il va être nul et tu peux que avoir des préjugés sur l'IA. toi tu l'utilises aussi. Ouais, j'utilise même tous les jours. Ils m'aident beaucoup, que ça soit pour pousser la réflexion, que ça soit pour faire des résumés, que ça soit pour faire de la traduction, que ça soit pour rédiger des brouillons. Honnêtement, j'utilise souvent pour aller plus vite en fait. Je l'utilise comme un deuxième cerveau, mais je l'utilise pas comme une finalité dans mes travaux. Et toi là tout à l'heure on parlait de ton site de rencontre. Aujourd'hui t'as pas de problématique de ranking particulier avec lui? Non, ça se passe super bien. Après, comme j'ai dit, bah, on fait pas de copier-coller de contenu IA. Ce qu'on fait, c'est qu'il y a de toute façon cette partie bah, d'analyse, qu'est-ce qu'on a envie de mettre en avant. On fait un gros travail sur l'intention de recherche. Et après, à partir de là, bah, on va construire notre contenu. Et en soi, bah, utiliser l'IA, bah, c'est un des outils qu'on utilise pour aller plus vite. En soi, le but, c'est pas de changer la qualité finale du contenu, c'est juste de gagner du temps sur des étapes qui peuvent être un petit peu laborieuses. Et tout à l'heure, tu parlais de pas forcément mettre en place une stratégie hit pour eux, mais à côté, est-ce que eux, ils sont en train un petit peu de se répandre en termes de communication? Alors là, eux, ils ont une communication qui est sur les réseaux sociaux. Mhm. Donc ils ont travaillé, en fait, ils ont un podcast et après ils font un dérivé avec les réseaux sociaux, etc. En termes de netlinking, ils ont un netlinking qui est assez faible, mais en fait, ils ont eu la chance d'être interviewés par des grands médias. Ils sont apparus dans M6 par exemple, dans un reportage, et du coup, bah, ils ont pas beaucoup de liens, mais les seuls liens qu'ils ont, bah, c'est que des gros médias. Et après, bah, derrière, ce qu'on fait, c'est essayer de faire un contenu le plus qualitatif possible. On essaie de travailler toute la partie image, intégrer également des vidéos via leur podcast pour appuyer des propos. Et il y a un gros travail qui est fait sur toute la partie maillage interne, autorité thématique du site. Euh,
Voilà un T'as- petit peu en résumé la stratégie qui est mise en place avec eux actuellement. T'avais essayé d'implémenter une stratégie email, toi, qui n'a pas forcément porté ses fruits, pour en arriver à te dire que c'est pas forcément utile? Bah honnêtement, en termes de authorship, on n'a pas grand-chose. Et en termes de email, actuellement, je crois qu'il n'y a pas d'auteur qui est présenté. Du coup, et pourtant, on est passé en 3 mois d'environ 40 clics jour à 260 clics jour. Donc, comme une belle performance, une augmentation de 220 clics jour en une période assez courte. Mais effectivement, toute la partie authorship, c'est des trucs qu'on va travailler dans un second temps. Parce que moi, j'ai vraiment un avis que le hit, c'est pas que c'est pas important, mais c'est que il y a des choses qui ont plus d'impact que le hit sur un site internet. Mais tout va dépendre de la concurrence. C'est clair que si on arrive sur un site où bah, tu as du CNews, tu as du grazia.fr, tu as je sais pas du M6, tu as du Le Temps qui apparaissent, bah oui, là effectivement, il faut que tu aies tous tes facteurs au Oui, vert le temps, ouais. pour réussir à te positionner. Mais tu as plein de requêtes en fait de petits sites de coach dans la thématique agence de rencontres qui font que bah, l'authorship est un peu moins importante. C'est la question que j'étais en train de me poser. Est-ce qu'il y a, est-ce que tu te, est-ce qu'il y a des requêtes sur lesquelles tu sens que le site va avoir une tendance naturelle à venir se positionner, d'autres sur lesquelles il va avoir certaines difficultés à venir se positionner? En fait, je regarde le contenu des concurrents principalement. En fait, si j'arrive sur une SERP et je lis le contenu des concurrents et je vois que bah, c'est pas incroyable, bah, je sais qu'il y a des très grandes chances de réussir à passer par-dessus assez vite en rajoutant de la vidéo et en faisant un contenu où la personne elle arrive, elle est contente quoi. Et là aujourd'hui, en tout cas pour eux, je mise beaucoup là-dessus parce qu'il y a beaucoup de SERP où en fait il y a des recommandations nulles, juste, enfin c'est le terme. Et du coup, bah, en apportant du bon contenu, ça prend plutôt bien. Je t'ai entendu parler tout de suite vidéo, donc du coup tu essaies de travailler le taux de rétention de ta page, Exactement, ouais. le temps. La vidéo, c'est pour le taux d'engagement. Et en fait, j'utilise les ressources qui sont à disposition. Dans les mandats SEO, bah, on n'a pas toujours la possibilité de pouvoir avoir des sources vidéo pour appuyer le contenu écrit. Et moi, le contenu 100% textuel, ça fonctionne, mais je pense que dans un futur proche, avoir de la vidéo et une multitude de médias dans ces contenus, pour moi, ça va être inévitable. Ça, c'est plutôt des suppositions que je fais et c'est un peu ma vision de l'avenir du SEO. Et du coup, bah, s'il y a de la vidéo, bah, c'est clair que je vais le travailler, quoi. Je récupère ce qu'ils ont fait, je fais des petits montages et après je les rajoute dans les contenus parce que bah, ça fait sens de réutiliser ce qui est là. Ok, et je vais me permettre du coup juste de te parler de deux expériences, pour, en tout cas d'une, pour Et c'est pour contexte. ça que c'est intéressant d'avoir ces discussions avec toi. C'est que moi, en fait, le IAT, c'est pas une finalité dans ce que je travaille, en tout cas actuellement. Et toi, je sais que tu t'es beaucoup plus penché là-dessus, et je sais que tu as également eu des bons résultats avec. Et bah, c'est génial. Bah, si tu veux, ce qui se passe, c'est que on a été, c'est vraiment la partie hit. La première fois, elle a été travaillée dans le monde du médical un peu contre mon gré, je dirais. Ça s'est fait un peu naturellement. Je savais pas trop ce que je faisais. Enfin, je savais pas que c'était une stratégie qui portait un nom. Quand on a voulu la redupliquer cette fois-ci dans le monde du sex shop, si tu veux, ça a été quelque chose qui a été hyper important parce que bah, il suffit de dire sex shop déjà pour comprendre qu'il y a un problème. Puisqu'en vérité, nous ne travaillions pas pour un sex shop, c'était un love shop, et la différence fait vraiment beaucoup. C'est-à-dire que c'était très consacré aux femmes, au plaisir de la femme et à l'émancipation sexuelle de la femme. Donc, si tu veux, c'était pas libidineux. Voilà, on va dire ça comme ça. C'était pas du tout libidineux. Et donc, du coup, on avait une mission qui était une mission, oui, d'émancipation. Et donc, du coup, pour la pérennité de la marque, Google nous classait au même niveau qu'un site porno. Et c'est qui était un gros problème. Quand tu vas vouloir, C'est dur. bah, quand tu veux ranker sur, par exemple, je peux dire des choses comme elles étaient. Écoute, je pense que oui. Ok, ça va. Donc par exemple, je sais pas si tu veux, par exemple, découvrir ton clitoris. Voilà, à la découverte de ton clitoris. Nous, on vendait des stimulateur clitoridien.
Donc si tu veux, si aujourd'hui tu es en train de réfléchir, ah ouais, ça c'est du live, hein. Qu'est-ce que je vais dire? Si aujourd'hui tu Je veux suis vendre, sûr qu'après ma copine va être très contente quand je vais lui parler ce soir. si tu veux lui vendre un stimulateur clitoridien, bah, si tu veux, on en revient à la question qu'on se posait, c'est qu'aujourd'hui, en tout cas, la dernière fois que j'avais entendu ce chiffre-là, 78% du parcours utilisateur se fait en toute autonomie. Donc du coup, il va falloir qu'aujourd'hui, moi, vendeur de sextoy, ce n'est plus mes vendeurs qui vont pouvoir, et c'est plus quelqu'un qui va venir dans mes boutiques, mais c'est quelqu'un qui va prendre de l'information et qui va venir en boutique et qui va dire ce qu'il veut, ou alors qui va aller sur Internet et qui va choisir ce qu'il veut. À côté de ça, si tu veux, pour pouvoir capter la personne plus haut, plutôt que juste stimulateur clitoridien, parce que là, elle sait déjà ce qu'elle veut, donc il y a de très forte probabilité que soit elle en ait déjà entendu parler et qu'une copine lui dise c'est ça le modèle qu'il va falloir, soit elle sait quasiment déjà le modèle qu'elle veut, donc c'est un petit peu tard, donc pas tout à fait, mais quand même, on est un petit peu tard. Normalement, je vais te choper plus haut dans le tunnel et je vais vouloir te choper sur quelque chose comme par exemple découvrir son clitoris, voilà, typiquement. Et donc ça, si tu veux, bah, je vais avoir un gros problème, c'est que mes produits sont classés plus de 18, et ils le sont véritablement, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, Bah oui. voilà, aujourd'hui, je ne peux pas franchir la porte d'un sex shop, et d'un love shop, c'est pareil pour le coup, si j'ai pas plus de 18 ans. Et donc, si tu veux, donc du coup, je me retrouve face à un produit qui est, lui, pour le coup, réellement réglementé. C'est pas juste le simple désir de Google, hein, c'est vraiment, vraiment réglementé. Ouais, mais là, on n'est plus dans le. C'est peut-être du 8000. Tu es, mais carrément dedans. Il n'y a pas de doute. Bah, ce qui nous a obligés à du coup, comment on sort de ça? Comment on sort de cette classification porno? Et bah, la solution qu'on a trouvée, ça a été de venir travailler avec des sexologues. Et plus que ça a été de refaire toute la réputation. Et notamment, et c'est là que j'ai découvert pour la première fois, les live Twitch. Alors c'était un peu la force du hasard, mais donc du coup, on a travaillé toute l'autorité. Si tu veux, plutôt que de partir à vouloir juste partir avec des influenceurs, bah, on a voulu partir avec des influenceurs particuliers, des sexologues, par exemple. On a Génial. voulu, et on a fait donc pas mal de live, pas mal de choses aussi sur Insta avec eux, et également une partie, pas tout, parce que c'était compliqué quand même. C'était pour les contenus piliers en vérité qui étaient vraiment les plus importants. Et donc du coup, le but du jeu, c'est exactement ce que tu décrivais, c'est-à-dire qu'il était écrit qui était la personne qui l'avait fait. Donc déjà, première chose, on le faisait écrire par une vraie vendeuse du magasin, donc il y avait tout son CV sur le site. Incroyable. Donc on savait qui elle était, si on avait des expériences. Tu travaillais les pages auteurs? Pour chaque auteur, tu crées une page avec une description, des images, etc. Pas aussi bien que je le conseillerais de le faire aujourd'hui. Si tu veux, là on parle d'il y a quand même maintenant 5 ou 6 ans. Et j'étais pas allé aussi loin dans l'implémentation des microdonnées, ce qui m'avait... Donc là, ce qui m'avait le plus... Ah mais là, c'était même pas la microdonnée, c'était vraiment, tu sais, dans les sites, dans les blogs, t'as toujours, tu peux cliquer sur le nom de l'auteur et voir tous les articles. Oui. Et ça, tu travaillais à fond avec le CV. Alors on faisait deux choses. Donc la première chose, c'était... on faisait deux choses sur la page. C'était tout de suite, quand tu arrivais, c'était hyper important qu'on sache qui était la personne. Donc le premier truc que tu arrivais, tu avais le cartouche du nom de l'auteur et qui l'avait relu. Première chose. Et si tu cliquais... Avec photo et tout? Oui. Et si tu cliquais dessus... Et t'avais le métier également ou pas? Désolé, je te coupe plein de fois. Il y avait le métier également avec? Tu me coupes pas, au contraire. Non, moi je kiffe. Vas-y, j'aime bien quand non, sinon j'ai l'impression de parler dans... J'adore quand t'interagis. Vas-y, plus t'interagis, mieux c'est. Ouais, carrément. Donc sur la vignette d'origine, c'était... Attends, qu'est-ce que je te dis pas de bêtises? C'était... On avait la vignette de la personne, son nom, son prénom, et si elle l'avait écrit ou relu. Et si tu cliquais dessus, ça déroulait la page, ça allait en bas de page où on avait une cartouche de la personne, où c'était en mode biopic. Et si tu cliquais dessus, t'arrivais sur sa page Authorship sur laquelle t'avais son CV. Et oui, on expliquait qui elle était, d'où elle venait. Ouais, bah, on essayait. Et ce que je te dis... Ça, tu rigoles en disant, ouais, j'ai fait ça il y a 4 ou 5 ans. Mais aujourd'hui, quand je vois les conseils d'experts, globalement, ils recommandent de faire la même chose. Hein. Dans ce que je vois, dans ce qui est fait, dans les retours que j'ai, quand on doit traiter le sujet authorship, c'est plus ou moins, enfin, c'est exactement comme tu l'as dit. Parce que ça paraît naturel. Enfin, encore une fois, si tu veux, si j'aime Google et si ça fait 16 ans que j'ai pas vraiment l'impression que c'est dur, c'est que je sais pas, mais tout ça, ça m'a toujours vraiment paru très naturel. Enfin, c'est juste logique à vrai dire. Enfin,
Aujourd'hui, tu parles d'un sextoy, bah ouais, bah quand même la meilleure personne pour en parler, c'est quand même peut-être la vendeuse qui le vend depuis 10 ans. Et puis bah Mm. peut-être qu'elle a vraiment la meilleure personne pour en parler, c'est celle qui a un diplôme. Et donc un diplôme de sexologue, ça existe. Et donc du coup, bah on avait même des vendeuses qui passaient leur diplôme de sexologue. Donc Incroyable. du coup, ça, je dirais que parfois même ça porte certaines stratégies d'entreprise en réalité. Euh, Aujourd'hui, une stratégie d'entreprise, si tu veux, notre patron, il avait déjà cette vision des choses dans ses propres boutiques. Sauf que je ne comprends pas les gens qui ne font pas la transposition. En réalité, c'est juste une transposition de ce qu'on fait naturellement en vérité. Donc, Et même dans ce que tu dis, j'y vois pas qu'un aspect SEO, mais j'y vois aussi un aspect relation clientèle, boost des ventes, etc. Parce que typiquement, mais bien sûr, j'avais travaillé avec un client où il a très peu de contenu sur son site, mais chacun de ses contenus, honnêtement, c'est un truc incroyable, ça explose la concurrence en termes de valeur ajoutée. Il n'a pas énormément de trafic parce que c'est des sujets assez nichés. de quelle Mais il manière me dit, de quelle manière il apporte tous de les la plus-value? mois, excuse-moi. De quelle manière il apporte de la plus-value? Bah en fait, ça se voit que c'est un vrai expert et qui va vraiment traiter le sujet en profondeur. Parce que un des problèmes que tu peux avoir sur Google, c'est tomber sur des articles un peu légers sur le sujet, avec des recommandations très vagues. Et lui, en fait, il va faire des articles ultra précis, avec des sources qui te disent, bah voilà, en termes légal, tu as ça, nanana, avec des données chiffrées, avec des vraies études de cas sur ce qui peut arriver ou non. Et en fait, il n'a pas beaucoup de visiteurs, mais tous les mois, il a quand même des appels, des gens qui viennent lui parler et qui lui disent directement dans le call, je t'ai choisi toi parce que ton contenu, il était giga sérieux, ça se voit que tu connais ton métier et du coup, je veux travailler avec toi. Et la personne, elle est dans la gestion patrimoine, pour info. Tu vois ce que tu dis? Quand je suis arrivé, je pense qu'il est important de comprendre un truc, c'est que quand je suis arrivé en 1999 à l'informatique, j'avais personne dans mon entourage qui faisait de l'informatique. Un jour, mon ordinateur a planté et il y avait un magazine Linux, j'ai installé, et ça a à peu près fonctionné, et juste assez pour que je puisse appeler au secours des gens sur Internet, et il y a des gens qui m'ont répondu. Et ça a changé ma manière de voir les choses. C'est-à-dire qu'il y avait des gens, n'importe où dans le monde, tu avais un problème, tu leur posais une question et ils te répondaient. Et un jour, quand j'étais en master, j'étais en alternance, j'aimais bien m'auto-former en plus, à côté. Et donc du coup, c'est là que mon histoire avec le référencement a commencé, puisque j'ai commencé à lire des choses sur Internet, c'était des choses en anglais à l'époque. Je les écrivais dans un document doc et je me suis dit, mais pourquoi tu les écris dans un doc? Et si tu le mettais à libre disposition de tout le monde? Et à cette époque-là, j'ai vachement hésité entre Joomla et WordPress. On en Tu as parle. choisi WordPress, j'espère. Bah bien sûr. Et la question se posait même pas. Même si à l'époque, Champion. eh ben, je peux te promettre qu'à l'époque, c'était vraiment Joomla qui avait la dragée haute. Hein. C'était Incroyable. c'était très franco-français si tu veux. On a un problème en France, c'est qu'on est très chauvin. Et on a un autre problème, c'est qu'on parle très peu anglais. Et donc à partir du moment où j'ai une solution qui est franco-française et qui me parle français, bah, je vais avoir tendance à m'orienter beaucoup plus facilement dessus, ce qui peut expliquer parfois des aberrations dans l'écosystème des softwares en France. Je citerai aucune marque, mais il y a une marque en particulier à laquelle je pense très fort, qui est très 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 présente sur le sol franco-français et qui le doit qu'à ça, à notre incapacité à pouvoir aller aux États-Unis, en Angleterre. Ah, ça m'étonne pas, mais de toute En façon, Espagne. le fait de copier-coller ce qui se fait aux États-Unis et le répliquer en français, une stratégie vieille comme le monde et qui fonctionne très très bien. Alors, j'ai Sûr. commencé comme ça. Hein, j'ai commencé comme Mais ça. c'est normal, c'est facile, c'est clair. Si ça marche là-bas, ça va marcher ici. On se prend pas la tête. Business model, il est carré. À la base, c'était même pas une copie. Enfin, bref. Mais c'est ce qui est, Mais dans les faits, c'est ce qui s'est passé. Et donc, si tu veux, aujourd'hui, quand on en arrive à parler de stratégie hit, bah, ça semble être juste normal. Et pour conclure ce que tu disais, tu dis parler de longues pages. Ça, si tu veux, c'est aussi un truc. Pendant des années, on me disait, mais c'est normalement 650 mots.
hein. Ça suffit, ça passe. C'est ce qu'on te racontait pendant très très longtemps. 650 mots. C'est ce qu'on te Ouais, racontait. les fameux un bon texte SEO, c'est tant de mots minimum et tant de mots maximum. Voilà, ce qui fait que tous les textes entre 650 et 850 mots sont flagués maintenant par Google. Voilà, donc tu peux les oublier. Et si tu veux, là, on va parler d'une expérience qui a un peu plus de 10 ans. À un moment donné, je me suis positionné sur une belle requête médicale. Euh, un mot-clé assez généraliste sur un matériel particulier dans le monde du médical. J'étais vraiment hyper fier. Et pour pouvoir y arriver, la page pilier faisait 4500 mots. Et c'était juste... Ça a juste glissé tout seul en vérité. Et aujourd'hui, faire des articles de 2500, 3000 mots, ça me paraît logique, alors que pendant des années, putain, c'est con que j'ai plus mon ancien site, mais qu'est-ce qu'il y en avait des commentaires, tes articles ils sont trop longs, ouais mais moi je suis le premier. Alors en vrai, je suis 100% d'accord avec toi. Par contre, je pose quand même un peu un contexte également, c'est que ça dépend de la SERP. Il est clair que si la personne elle veut une recette pour faire des pâtes, bah avec 100 mots, tu peux faire ta recette pour faire des pâtes et peut-être ça vaut pas la peine d'aller sur du 4000 mots. Par contre, si on parle d'un guide complet SEO pour débutants parce qu'on est de se positionner sur SEO débutant, bah oui, ça fait sens pour un guide d'avoir même plus de 5000 mots. Mais voilà, c'est juste la petite parenthèse en Ouais, mode t'as raison. faire du bon contenu, je suis d'accord avec toi, ça peut fonctionner. Par contre, ça dépend de l'intention de recherche, de ce que la personne elle veut. Ouais, t'as entièrement raison. C'est vrai, c'est vrai. Pour moi, la boucle les bouclés, c'est aujourd'hui pour pouvoir écrire des choses approfondies sur un sujet très précis. Si t'es pas un expert, si t'as pas d'expérience, si t'as pas d'autorité et si t'es pas connu dans ce que tu fais, voilà quoi. Normalement, tu n'étais pas censé C'est y peu aller. compliqué. C'est C'est clair que tu mets pas toutes les chances de ton côté. c'est ça, c'est plus compliqué. Exactement. Et là, ChatGPT, il va pas pouvoir t'aider. Pas encore, pas encore.